Poutine va renouer avec une diplomatie russe offensive. Et là, il va décider de faire une percée en Afrique. Et ce n'est pas un hasard si Poutine choisit exactement de placer ses pions dans un pays qui s'appelle Centrafrique. Le centre de l'Afrique. C'est-à-dire que ce que Poutine a fait, c'est qu'il a placé ses pions au milieu du carré que je vous ai décrit, le carré des bases stratégiques françaises. Si vous tracez encore bien, notez le carré encore. Base stratégique, Libreville. Base stratégique, Djibouti. Base stratégique, N'Djamena, le Tchad. Base stratégique, Dakar, Sénégal. Et vous descendez, base stratégique, Abidjan. Qu'est-ce qu'il a fait, Poutine? Il a planté ses hommes au milieu du carré, au milieu du rectangle stratégique français. Ça s'appelle un déplacement aux échecs. C'est-à-dire qu'il a voulu faire, par ce déplacement, un véritable échec et mat. C'est-à-dire, je vais placer mes hommes à l'endroit où la France est la plus faible. Parce que c'est un endroit qu'elle n'a pas développé. C'est un endroit où son effet sur la transformation du pays est quasiment nul. Et toute l'Afrique sait très bien que si le Centrafrique est sous-développé, c'est la faute à la France. Parce que c'est la France qui contrôle le Centrafrique. Et c'est là-bas que Poutine a choisi de mettre ses hommes. C'était un déplacement. Pour ceux qui jouent aux échecs, on appelle ça un déplacement de type échec et mat. C'est-à-dire qu'il a dit échec au roi. Et depuis lors, le roi France se déplace pour se sauver. Parce que le positionnement de Poutine à cet endroit-là signifie je me place entre vos bases de Libreville, entre vos bases de Djibouti, entre vos bases de Dakar et d'Abidjan. Je me place également face à vos bases de N'Djamena. Je suis au milieu. Et je suis, en tant que Vladimir Poutine, la deuxième puissance militaire mondiale. Et je vous mets au défi d'attaquer mes hommes. Voilà la réponse que Poutine a choisi de donner aux provocations de Macron en Biélorussie, aux provocations de Macron en Ukraine, aux provocations au duel avec Macron en Syrie, aux provocations de Macron au Venezuela, partout où les Russes estimaient que c'était leur précaré et où Emmanuel Macron a voulu jouer au brave, Poutine a décidé de lui répondre en entrant littéralement dans sa réserve. Parce que dans la doctrine de la France-Afrique, le Centrafrique est une réserve de matières premières pour l'industrie française. C'est ça qu'ils ont dans leur tête, dans leur cahier caché, c'est ce qui est écrit. Poutine vient s'asseoir donc sur vos réserves. Et il dit, now we're going to play the great game, the great geopolitical game. Comme on le dit souvent chez moi à Abidjan, ce que tu veux faire là, il faut faire maintenant. Ce que Poutine dit, c'est ce que tu veux faire là, Macron. Il faut faire, on va voir. Alors, voilà le contexte de la rivalité dans laquelle se glisse le président Touadéra. Et il s'y glisse avec intérêt. Parce que depuis lors, la République centrafricaine est devenue de facto l'une des bases militaires les plus importantes des Russes en Afrique. Le président Touadéra et la République centrafricaine ont refusé de publier le contenu des accords de défense, des accords de coopération qu'ils ont signés. C'est des accords qui restent secrets. Et donc, depuis cette décision de 2017, de manière presque explicite, toute la politique française dans la sous-région consiste à faire tomber Touadéra. Et je vais vous le démontrer une fois de plus aujourd'hui avec les événements qui se sont déroulés ce 13 et les données en présence. Donc, quelles sont les forces en présence? Si vous voulez comprendre que la bataille qui a eu lieu là, c'est la bataille russo-française, en tout cas Poutine-Macron, si vous voulez comprendre qu'en réalité, cette bataille, elle n'oppose que deux camps, analysons ensemble les forces en présence. Quelles sont les forces en présence? On dit, ah, il y a des coalitions, il y a 10 et 20 mouvements rebelles. C'est faux. Il n'y a pas 20 mouvements rebelles. Il y en a deux. Et les deux mouvements rebelles de République centrafricaine ont un patron. D'ailleurs, vous avez vu comment ils ont attaqué Bangui. Ils ont attaqué sur deux principaux fronts. J'espère que vous avez remarqué. Le front nord, ça c'est Seleka. La rébellion gérée par Idriss Déby, adossée
en base arrière sur le Tchad d'Idriss Déby. C'est Idriss Déby qui est le patron opérationnel de Seleka. C'est pour ça que quand on arrête des éléments de Seleka, soit ils sont, vous le voyez très bien, d'apparence tchadienne, soit d'apparence soudanaise. En tout cas, les ethnies du désert. Vous avez vu que beaucoup de ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui ne savent parler ni sango, la langue la plus parlée par tous les Centrafricains, ni français, la langue officielle du pays. Sont des Soudano-Tchadiens, et même pas des Soudano-Tchadiens du sud, du Tchad. Non, c'est des Tchadiens du nord, utilisés comme bétail dans les armées à gauche et à droite. Certains de ceux qui ont été arrêtés disent à leurs interrogateurs qu'on les paye 5 000 francs CFA par mois pour faire la guerre. Il faut savoir qu'il y a une zone là, entre le nord du Tchad, le Soudan, le nord de la République centrafricaine. Il y a une zone où, pour les adolescents qui grandissent, le seul travail disponible, c'est faire la guerre. C'est une zone où on dote les femmes avec des kalachnikovs. J'espère que vous savez ça. Dans cette zone-là, tu veux doter une femme, tu viens avec 3 kalachnikovs, on te donne la femme. La kalachnikov est une monnaie dans cette zone-là. Donc, en fait, faire la guerre est un travail comme soulever des sacs au port de Douala ou d'Abidjan pour un coxer ou pour un docker. Pour eux, c'est un petit travail. Ah, on va payer combien à la fin du mois? 5 000. Ah bah, ils s'en vont. Ils ne savent même pas dans quel pays ils sont. Certains de ces soldats ne savent même pas qu'ils sont en République centrafricaine. Ils savent seulement que le patron qui paye les 5 000 à la fin du mois, il a dit d'aller là-bas et de tirer. Donc, il y a toute une pègre de gens utilisés, des affamés de la sous-région qui sont utilisés dans les armées. Et puis, d'un mois à un autre, ils peuvent combattre dans une armée contraire à l'ancienne armée, hein, parce qu'ils ne sont pas idéologisés. Il faut que vous vous rendiez compte de la gravité de la situation. La plupart de ces combattants-là n'ont même pas d'idéologie. Ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Ils savent qu'on va leur donner 5 000 CFA à la fin du mois, c'est tout. Et que grâce à cette activité criminelle ordinaire, ils vont manger. Donc, c'est comme ça qu'ils sont recrutés. Ce sont des gens qui ont une conception très élémentaire de la vie. Être vivant, c'est pouvoir manger dans la journée. Et si en plus, on leur dit, viens, on va faire la guerre, comme ça, tu pourras manger le matin, à midi et le soir, et en plus, à la fin du mois, on va te donner 5 000, ils viennent. Et ils ne savent même pas dans quel pays ils sont. Parfois, on les amène, ils entrent au Cameroun. Parfois, ils sortent, ils vont au Gabon. Ils vont au Congo. Parfois, on les ramène, ils vont en RDC. Parfois, on les amène. Eux, c'est un peu comme les creuseurs de puits. Vous savez ce qu'on appelle les puisatiers en Afrique, là. Il y a des groupes d'êtres humains qui sont spécialisés dans le creusage des fosses septiques. Eux, ils ne savent pas quelle est la frontière. Hein. Il y a quelqu'un qui veut qu'on creuse un trou là-bas. Comme eux, ils sont des creuseurs de trous, ils traversent, ils creusent. Sachez très bien que la nature de la plupart des rebelles de Seleka est celle-là. Ce sont des gens sans idéologie, sans éducation. Et c'est le lumpen prolétariat de la guerre. Donc, Seleka, qui vient du nord, c'est la rébellion contrôlée par Idriss Déby. C'est Déby qui est le parrain de cette rébellion. Et d'ailleurs, parfois, il a carrément envoyé ses propres officiers diriger les combats de cette rébellion. Ça, c'est un. Après, on va parler de Déby pour savoir qui a mis Déby là où il est. Comme ça, vous allez savoir qui est le patron de tous les rebelles. Il y a un deuxième groupe rebelle en République centrafricaine. Ça ne vous étonne pas, ils attaquent par le sud-est. C'est la région d'où vient particulièrement Bozizé. On les appelle les anti-Balaka. Les anti-Balaka, c'est la rébellion du sud côté ouest, pardon, sud-ouest. Rébellion côté sud-ouest, c'est-à-dire vers la frontière du Cameroun. Eux, leur chef opérationnel, c'est le général François Bozizé. Quand nous le disions il y a 3 semaines, Bozizé ne s'était pas encore officiellement affiché, puisqu'il faisait encore semblant de vouloir être candidat à l'élection présidentielle centrafricaine. Quand sa candidature a été recalée, là, il a assumé. Il a dit qu'il soutenait les anti-Balaka. Il a dit qu'il soutenait Seleka. Vous vous rendez compte? Seleka, c'est la rébellion qui a renversé Bozizé hein, en 2013 avec l'accord de la France et du Tchad. Mais maintenant, il soutient les anti-Balaka. C'est lui le vrai chef des anti-Balaka, c'est-à-dire de la rébellion du Sud-Ouest. Et il soutient Seleka, c'est-à-dire ceux qui l'ont renversé. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous le même patron. Car Idriss Déby Itno lui-même l'a dit. C'est la France qui l'a maintenu président de la République du Tchad. Lui, ce n'est pas les Tchadiens qui l'ont choisi, c'est Paris. Il a dit,
C'est Paris qui a envoyé un constitutionnaliste ici qui a dit que je dois rester au pouvoir. Hein. Sinon, moi, je ne voulais pas rester au pouvoir. J'avais prévu de partir. J'ai trop fait la guerre. J'ai fait la guerre trop longtemps dans ma vie. Mais c'est vous. Il a dit ça aux journalistes français de France 24, éberlués, étonnés, assommés devant une telle vérité. Le type leur a dit, moi, je suis président ici parce que Paris m'a forcé. C'est vous qui êtes venu changer la constitution du Tchad pour que je sois président. Sinon, je voulais me reposer. J'ai trop fait la guerre. J'ai perdu mes frères à la guerre. Quand je dors, je vois des morts. Ça, c'est Idriss Déby qui dit ça. Et un autre jour, on le voit en plein discours public en train de parler à ses compatriotes tchadiens. Arrêtez de voler. Arrêtez de voler. Mais attends, il y a un problème quand même. Toi, ça fait 22 ans, 30 ans dans ce pays, tu n'as fait que la guerre et puis tu dis aux gens de ne pas voler. Entre toi qui as fait la guerre tout le temps et les voleurs, qui est le plus pacifique? Donc lui, Idriss Déby, il l'a dit de sa propre bouche, ce n'est pas le professeur Franklin Nyamsi ou Cameroun qui vous l'apprend, il a dit, c'est Paris qui m'a mis là. Donc, c'est lui qui est le chef de Seleka. Et comme Paris est son chef, c'est Paris qui est le chef de Seleka. D'accord? Ok, c'est bon. Bozizé, mais c'était un agent de la France-Afrique. Son coup d'État contre Patassé, c'était favorisé par Paris. Il a été formé par Paris. Il a bénéficié du soutien des chefs d'État france-africains de la sous-région, et notamment le président congolais Sassou, qui est très impliqué, qui a beaucoup aidé Bozizé, parce que Bozizé a fait une partie de ses études au Congo-Brazzaville. Donc, Bozizé, c'est un type de Paris. Ainsi, les deux têtes de la rébellion centrafricaine, Seleka au nord, Anti-Balaka au sud-ouest, sont en réalité les deux cornes d'un seul et même diable, qui est la stratégie française pour punir Touadéra d'avoir signé avec les Russes. Je recommence. Et si vous avez raté ça, vous regardez mais vous ne comprenez pas. Vous regardez mais vous ne voyez pas. La rébellion du Nord et la rébellion du Sud, imaginez que c'est deux cornes. Maintenant, je vous donne le nom du diable. C'est le patron de Bozizé et c'est le patron de Déby. Le même patron qui commande les deux, c'est lui qui est en réalité le trait d'union. Et c'est lui qui a favorisé le rassemblement des deux groupes rebelles rivaux. Sinon, à la base, ces deux groupes rivaux auraient bien voulu que Paris choisisse l'un d'entre eux au détriment de l'autre. Un coup, c'était Bozizé, et ce n'était pas Seleka. Un coup, ça a été Seleka, ça n'a pas été Bozizé. Donc, Paris, en République centrafricaine, de temps en temps, utilise ses rebelles du Sud, quand ça l'arrange. Quand ça ne l'arrange pas, Paris utilise ses rebelles du Nord. Quand il veut utiliser ses rebelles du Nord, il actionne Déby. Déby monte la troupe, arme la troupe, prépare la troupe, et même envoie des officiers pour accompagner la troupe jusqu'à Bangui. Quand Paris veut utiliser ses rebelles du Sud, ben, Bozizé est remis. Et si Bozizé n'est pas là, on va trouver un autre général félon pour organiser tout ce monde-là, toute cette piétaille, et attaquer. Ça, c'est bon? Donc, vous comprenez déjà que, en fait, finalement, vous ne pouvez pas séparer les deux groupes rebelles de la puissance française. On les met à côté. La puissance française, elle a pratiquement 1000 hommes sur le terrain. Mais en fait, elle en a normalement plus, puisqu'elle a des hommes en dehors de la MINUSCA et elle a des hommes dans la MINUSCA. La mission des Nations Unies en Centrafrique. La mission des Nations Unies en Centrafrique, oh mon Dieu, quelle foireuse affaire. Ça, c'est pratiquement 12 à 13 000 hommes au total. Comment vous pouvez comprendre que la MINUSCA est 13 000 hommes et que les quelques individus que nous avons vus là, peut-être ils étaient 2 milliers à attaquer Bangui hier, que ces gens-là arrivent même aux portes de Bangui, alors que la force de l'ONU, à elle seule, a 13 000 hommes? Vous pensez sérieusement que la MINUSCA est en train de combattre? Soit elle n'est pas en train de combattre, soit elle n'a pas la capacité de combattre. Et dans ce cas, ce sont des fonctionnaires de l'ONU, des fonctionnaires militaires qui sont assis là-bas en train de manger l'argent public international pour rien. Expliquez-moi par quelle alchimie une force qui a 13 000 hommes laisse prendre 4 villes par des individus qui n'ont même pas l'équivalent d'organisation de la MINUSCA. Et puis, j'en profite pour toujours vous décrire. Alors, la MINUSCA, elle est globalement contrôlée par l'armée française. Elle ne fait pas un seul pas, si ce n'est sous l'autorité et le contrôle de l'armée française. Moi, j'ai analysé toutes les opérations de la MINUSCA. Elles sont pilotées par Paris.